Bonjour tout le monde, c'est Laetitia au cœur de Soi TV. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Lilia Ayala. Bonjour Lilia. Bonjour Laetitia. Bonjour tout le monde. Donc Lilia, voilà, je voulais vous la présenter, ça me tenait à cœur parce que voilà, elle a un parcours vraiment atypique, très coloré, on va dire ça comme ça. Et donc je l'ai rencontrée à Fort-Calquier lorsque j'avais besoin moi d'un soin et d'un accompagnement particulier au niveau du corps, de la sensation corporelle, revenir au corps. Et j'ai découvert vraiment un personnage, c'est vraiment ça. Donc pour vous la présenter brièvement, Lilia Ayala est femme médecine, issue d'une lignée d'hommes et de femmes médecine Guarani, C'est ça? peuple amérindien. Oui. Et elle est également formée et praticienne en bioénergétique chinoise. Elle pratique le toucher fascia. C'est d'ailleurs ce que j'avais expérimenté principalement, je crois, avec toi. Oui, les deux en fait, le mélange des deux. D'accord. Mhm. Et également, elle accompagne grâce au tarot symbolique, au mouvement sensoriel. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est en fait toute cette facette et cette âme qui l'habite, qui pour moi, voilà, c'est la femme médecine, la connexion à la terre, à la Pachamama. Et donc en fait, Lilia, j'aimerais un petit peu savoir, au départ, en fait, ton parcours, Oui. et comment est-ce que tu en es venue être enfin, connectée à la terre, parce que dès l'enfance, je crois que tu m'as dit que tu avais déjà cette connexion. Comment dire? Après, c'est compliqué d'expliquer le parcours d'une femme médecine. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance d'être initiée par ma grand-mère déjà très petite, quoi, sur la voie de la Terre. Non pas la Terre en tant qu'une boule, une planète qui est au milieu de l'espace, mais en tant que vraiment être vivant. Donc une entité vivante qui respire, qui sent, qui aime, qui vit pleinement comme un humain quelque part. Voilà. Donc ça a été une grande chance pour moi d'avoir cet accompagnement enfant. C'est ta grand-mère, donc Oui, comment elle s'appelait la grand-mère? Cornélia. Cornélia, on fait un Oui, coucou à Cornélia si elle nous entend. oh que oui, toujours. Donc c'est Cornélia qui t'a connecté à la terre en te disant qu'elle était vivante et donc toi, petite, tu l'as tout de suite ressenti dans ton corps. Alors disons que dans mon parcours atypique, je n'ai pas été élevée par mes parents. Donc j'étais très très loin de mes racines. Et ma grand-mère, elle a été, on va dire, un guide dans cette enfance qui a été bancale en fait. C'est elle qui est venue m'apporter la stabilité en m'expliquant combien la Terre était une grande maman et combien cette grande maman, elle n'avait aucune frontière dans son amour. Et en fait, pour moi, ça a été ce chemin de la Terre et cette ouverture à tous les éléments et tout ce qu'elle comporte qui ont été ma stabilité à moi. Voilà, en gros, c'est ça qui a fait que. Mm. D'accord. Mm. Parce que tu me racontais des fois que tu partais dans la nature toute petite déjà, Oui, tu parlais voilà, oui, oui, aux oui, êtres, oui. aux arbres, tout C'est ça. ça, c'est ça. Oui, oui, je faisais pas la distinction entre, mais comme beaucoup d'enfants, je pense, où quand on est enfant, on a un monde onirique très important et on a un monde de fantaisie. Donc, comme les enfants racontaient des histoires, moi, je pensais que ce qu'ils vivaient était vrai. Donc, moi, ce que je vivais était vrai, puisque grand-mère, elle me disait que je pouvais, oui, c'était bien de sortir, oui, c'était bien si je voulais sortir même la nuit, alors que j'étais une petite fille. Elle était très heureuse de ça. Et il m'a fallu un long moment pour me rendre compte qu'en fait, c'était pas le cas de tout le monde. Voilà, chaque pensée était unique, chaque vision était différente. Et la mienne l'était aussi. Et donc, c'était compliqué de rentrer dans une case à cette époque-là, il y a 52 ans. Hein. Ah oui. Voilà, en Europe. Il n'y avait pas l'ouverture qu'on a aujourd'hui, où on peut parler ouvertement d'un monde invisible. Donc d'ailleurs, donc ce monde invisible, donc, quand tu dis femme médecine, parce que Oui, tu parles toi d'un pont en fait entre le visible et l'invisible. oui. Donc qu'est-ce que c'est finalement une femme médecine? Ouh là là. Alors, une femme médecine, pour moi, c'est presque un sacerdoce, quoi, quelque part. Alors, je ne veux pas faire peur, surtout pas faire peur aux jeunes femmes qui ont cet appel, et même aux femmes de tout âge hein, qui ont cet appel, mais c'est, comment dire, c'est un pont entre le monde visible et invisible, c'est vrai. Un pont entre le monde des vivants et le monde des esprits, c'est vrai. Mais c'est aussi un monde avec le pont
comment dire, entre humains. Voilà, parce que la femme médecine, si vraiment, vraiment on marche cette route-là, on réalise qu'on est au service de la terre et de beaucoup plus grand que soi, du grand esprit. Après, vous le nommez comme vous voulez, Dieu ou peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une connexion en permanence avec ça. Et, et du coup, c'est presque aujourd'hui, comment dire, c'est quasiment porter un drapeau de paix et d'harmonie et d'équité au niveau de la terre. Voilà, et je pense que beaucoup de femmes médecines aujourd'hui sont debout, verticalisées, pour aller dans ce sens, dans le sens où la terre, on est juste de passage, mais on y a tous droit. Exactement, même, voilà, il n'y a pas de couche sociale, la terre n'a aucune couche sociale. Et du coup, c'est ça qu'on marche en tant que femme médecine, cette parole de l'invisible qui est, pour moi en tout cas, très remplie d'amour et qui vient raconter une autre histoire que ce que nous a raconté, ce qui nous a été raconté jusqu'à maintenant au niveau de la terre. Voilà, en gros, c'est ça. Comment Après, tu parlerais toi donc, du coup de la terre? comment je parlerai de la terre? Je parlerai de la terre en tant que mère, hein, ça c'est déjà la première chose. Pour moi, c'est une maman, une immense maman. C'est elle qui a toute notre histoire depuis le début de l'humanité. Voilà, donc déjà je parlerai dans ce sens et avec un immense respect, parce qu'on ne connaît qu'une toute petite partie de l'histoire de cette grande maman. On a une lecture scientifique, spirituelle, sur plein de plans différents, mais elle a certainement beaucoup plus à l'intérieur et chacun son mystère. Voilà. Peut-être que le rôle de la femme médecine est de traverser ce miroir de mystère et de justement ne pas en faire créer le pont. Voilà. D'accord. Tu veux dire que toute personne peut se connecter simplement en fait à la terre-mère? Oui, on est tous équipés pour ça. Après, c'est les filtres avec lesquels nous avons été élevés, les croyances qui nous ont été inculquées, qui font qu'on s'est éloigné de cette résonance qui est notre première résonance, même au niveau de notre matière. D'accord. Merci Lydia. Mm. Après, donc, par rapport justement à ton parcours, à ta formation, quelque part, ou ton initiation de femme médecine, donc tu as suivi en fait une chamane, je crois. Alors, Est-ce que c'est une chamane? alors, Luz Clara. Luz Clara est une très grande femme médecine. Elle n'aime pas le mot chaman, moi non plus d'ailleurs. Hein. C'est tellement... Parce que c'est très galvaudé. Aujourd'hui, tout le monde est chaman. Et ça ne suffit pas d'avoir un tambour et des plumes pour être chaman. Et cette femme, elle m'a profondément touchée. On s'est rencontrés par hasard, le hasard qui n'existe pas. Et ça a été un coup de foudre vraiment très fort au niveau de la mer, justement. De ce qu'on avait comme ressenti par rapport à cette mère terre. Et cette femme, elle a été pour moi très importante parce que à l'époque où je l'ai rencontrée, donc il y a déjà plus de 10 ans, ou 10 ans à peu près, ouais, voilà, c'est marrant. Et bien, cette femme, à ce moment-là, elle est intervenue dans ma vie et moi, je m'étais presque, j'avais laissé tomber ce chemin en me disant de toute façon, on ne m'écoutera pas, je n'y arriverai pas. Enfin voilà, j'étais un peu dans ce passage. Et elle est venue. Et en fait, elle m'a remis, on va dire, sur les rails. Ça a été une locomotive pour moi, où j'ai accroché mon wagon. Et où j'ai reconnu les résonances de ma grand-mère à travers. Ah. Voilà, donc je la remets. Enfin voilà, c'est un grand merci, une grande gratitude que j'ai pour Luz Clara de m'avoir remis sur ces rails-là. Oui, elle m'a initiée à la culture mapuche, qui est une culture magnifique. Voilà, les Indiens mapuches, ce sont des Indiens du sud du Chili et de l'Argentine. Principalement, c'est une société matriarcale et avec beaucoup de rituels et une force incroyable. Ce sont des vraies guerrières, les mapuches. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir rencontré cette culture à travers Luz Clara. Voilà. Et ensuite, j'ai été aussi initiée à la culture incaïque pure, quoi.
dans les Andes par d'autres personnes. Ah, la médecine andine, La oui, médecine tu en indienne, oui, oui, parles. oui, oui. Donc c'est une autre forme de C'est façon. encore autre chose, voilà, c'est encore autre chose. Oui, tout est différent. D'accord. Et complémentaire. Et qu'est-ce que c'est du coup, tu nous as La levé le doigt à la différence, bouche, c'est quoi la différence la quelque part? différence on va dire que déjà la culture mapuche, elle est très matriarcale, d'accord? Donc tout est rond et on va se baser vraiment sur l'esprit de la terre elle-même. La culture incaïque, elle est patriarcale. Pas que, mais elle est patriarcale. Alors bien sûr qu'on aime la Pachamama et tout, mais on va prier aussi Elapu. Elapu étant l'esprit de la montagne, puisque tout est vivant. Donc voilà, c'est très différent. Les rituels ne sont pas les mêmes, les prières ne sont pas les mêmes, la langue n'est pas la même. Voilà, après c'est des petites subtilités. Et c'est toujours en fait finalement une connexion avec le vivant qui nous entoure. Constamment, toutes les cultures amérindiennes prêchent la même chose, la culture du vivant, et c'est au-delà de la culture du vivant, la gratitude pour le vivant, pour la vie. Là, c'est Oui. beau ça. Voilà, d'accord. Et justement, donc en fait, donc toi, on t'a quelque part mis sur le chemin aussi et tu as été accompagné. Et à ton tour, en fait, aujourd'hui, tu proposes en fait des cycles de formation Oui. aux femmes qui sentent cet appel-là, donc Oui. de femme médecine, Oui. donc qui dure 9 mois, voilà, comme C'est le ça. temps d'une gestation. Tout à fait. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire plus sur ce cycle de formation? Alors, c'est une formation qui dure 9 mois, comme tu l'as dit, donc 9 mois où on va travailler beaucoup de choses dans l'ouverture à la femme médecine. Alors, je ne prétends pas former des femmes médecines, je voudrais être super claire là-dessus. D'accord. Je ne fais que initier des femmes qui sentent déjà l'appel de la femme médecine. Et je ne fais que leur rappeler des choses qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Bien évidemment, je partage ma médecine, en tout cas une grande partie de ma médecine, et on va venir travailler tout, mais on ne va pas travailler que le niveau intellectuel pour enregistrer et emmagasiner des informations qui vont nous permettre d'expliquer par A plus B ce que c'est que la géométrie maya, la géométrie inca, la géométrie amazonienne, comment. C'est pas ça. Il y a ça aussi dedans, mais c'est surtout comment on peut s'imprégner petit à petit et laisser venir avec les outils ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Moi, je propose des outils que je donne et cela va venir réveiller chez chacune de ces femmes pendant 9 mois ce qu'elles vont devenir. Donc c'est vraiment un parcours très intense, très fort. Dans ce parcours, on travaille tout, y compris le corps. Donc je me sers du mouvement sensoriel pour enraciner chaque chose parce que le chemin d'une femme médecine n'est pas juste de connecter avec l'invisible et de rester complètement éthéré. C'est l'inverse, c'est amener l'esprit dans la matière, à l'intérieur de ton corps pour réveiller ce que ton âme, ton chemin, qu'est-ce qu'elle veut, elle, ton âme? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Et avec toute l'envie que tu as, par exemple, de travailler pour la terre, comment cette envie peut se manifester avec ce que tu as à l'intérieur de toi? Et moi, j'accompagne ces femmes pendant 9 mois jusqu'à ce qu'elles accouchent d'elles-mêmes. Voilà, c'est ça. Mais elles ont déjà la vibration de la femme médecine en elles. Je ne prétends en aucun cas avoir des gens et leur dire au bout de 9 mois, vous êtes des femmes médecine. Non, non. C'est quoi cet appel? Cet appel, parce que je pense qu'il y a vraiment... Alors, si je vais chercher qu'est-ce que c'est que cet appel, la première chose qui va me monter, c'est vraiment l'appel de la Terre elle-même qui est dans une période d'immense souffrance. On a vu ce qu'on vient de traverser avec ce coronavirus qu'on est en train de traverser. On voit bien ce qui se passe. Je veux dire, nos frères d'Afrique se noient dans la Méditerranée. La Méditerranée, c'est un bain... Enfin, c'est terrible. Voilà. On voit bien tous les feux qu'il a pu y avoir partout dans le monde, sur la planète. Donc, il y a vraiment péril dans la demeure. On est minuit moins une, comme dans les films. Et je pense que la Terre, la mère, justement, a besoin de ses filles. Moi, je le sens comme ça. À l'intérieur de moi, ça vibre dans ce sens. La mère a besoin de ses filles. Et je pense que les filles, elles ont entendu l'appel. Et que les filles, elles ont envie d'être debout aujourd'hui. Et de marcher pour
Pourquoi les femmes? Je ne travaille qu'avec des femmes parce que je pense que nous sommes porteuses de vie. Nous créons, notre matière fait que nous sommes capables de mettre au monde, de donner la vie, et que je pense que de même qu'on le fait pour un enfant, eh bien on peut le faire pour la vie en général. On peut mettre de la vie dans la vie. Voilà. Et je pense que ces femmes, elles entendent ça, et c'est des sacrées femmes qui viennent dans la formation, et je suis très heureuse de ce travail, et de travailler, et de rencontrer des personnes aussi belles, quoi. Vraiment. Les accompagner sur ce chemin. Ah oui, oui, de les accompagner sur ce chemin avec grand plaisir. Donc Lilia, merci. Tu parles donc effectivement du corps, il n'y a pas que à se connecter, comme tu dis, à rester Non. éthéré, mais vraiment se reconnecter au corps. Oui. Et j'ai relevé en fait une phrase, donc une pensée amazonienne qui est sur ton site en Oui, fait. oui. Et je vais la lire et puis après on parlera des différents outils donc, que tu utilises dans ta pratique. Oui. Simplement je la lis, ou tu veux peut-être la lire toi? Non, vas-y, je je la lis. t'écoute, D'accord. oui, avec plaisir. Donc la pensée amazonienne. Oui. Ton corps est le lieu de toutes les mémoires, lieu privilégié, rencontre de la matière, énergie, esprit, conscience. Tout l'univers est dans ton corps. Ton corps est un temple. Je pense qu'elle est très vibratoire. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment ça la pensée amazonienne, c'est avoir la conscience que nous sommes une petite terre, en fait, où tout est dedans, tous les éléments, toute cette reliance au sacré, et on ne fait rien sans notre corps. Donc, la pensée est un outil extraordinaire, vraiment. C'est l'intellect est quelque chose de... C'est un cadeau super, mais à mettre au service du grand cadeau, comme dirait Einstein, que j'aime tant, à mettre au service du grand cadeau qui est celui de l'intuition. Et l'intuition, elle nous est donnée à travers tout ça, à travers notre matière. Je vois le corps un peu comme un bateau. Un bateau, c'est-à-dire qu'un bateau qui navigue sur la mer, donc rempli d'océans et d'émotions, dont les cales vont venir, depuis la cale, les choses elles vont s'allumer, les lumières vont s'allumer pour nous prévenir que quelque chose ne va pas. Bien, notre corps, c'est la même chose, on baigne dans l'eau, et quelquefois, il y a des petites lumières qui s'allument pour nous dire, ah là, ça ne va pas, là, il y a un truc qui... C'est ça. Et en fait, en Amazonie, du fait d'être aussi proche de la nature, parce que pour nous, la terre, pour nous, l'esprit de la terre, il est dans la forêt amazonienne. On appelle ça la managua. La managua, c'est l'esprit de la forêt. Une partie de la pacha, on va dire. Dans la forêt, on n'a pas la culture de la Pachamama. La Pachamama, c'est autre chose. Voilà, c'est... La Pachamama, c'est la terre entière, on va dire. C'est l'entité terre que l'on nomme Pachamama, comme les Incas. La Managua, c'est vraiment l'esprit de la forêt, le cœur, le battement de la mer. Voilà, il est dans la forêt. Et en fait, peut-être que c'est ce dénuement de toute matière autour, puisque dans la forêt, il n'y a rien, hein, il n'y a que les arbres, la nature, les éléments, ça nous rend extrêmement proches de notre corporalité. Le corps devient notre boussole. Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que voilà, la femme médecine ne peut marcher qu'avec son propre corps. Sans le corps, elle n'est pas femme médecine. Elle reste éthérée. Et du coup, tu n'ancres pas à terre ce pourquoi tu es venu. Si tu t'es incarné, c'est bien que tu as quelque chose à y faire. Bien sûr. Donc voilà. Et pour tout être humain aussi, se connecter au corps qui est dans le temple. Se connecter au corps. Le corps est ton temple. C'est vraiment là. C'est avec lui que tu pries. C'est lui-même que tu dois prier, de manière à te laisser recevoir. Voilà, c'est entre toi et toi. Il n'y a que lorsque tu accueilles la petite parcelle qui te joint au grand tout, que là tu deviens une matière intéressante. Là, tu deviens une matière intéressante. Et ça, sans ton corps, tu ne peux pas le faire. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent, hein. Par exemple, un Dalai Lama, une Amma, je ne sais pas. Et encore, regarde-les bien, ce sont des gens qui embrassent, qui aiment, qui touchent.
le corps y est vraiment pour quelque chose. Voilà. Mm. Mais oui, D'accord. voilà. C'est beau, merci Lydia. Mm. Et alors en fait, j'ai déjà reçu donc, des soins, parce que tu accompagnes, tu reçois en cabinet, donc tu fais des Oui, soins, du toucher justement. oui. Tu es dans ce corps, Mm. et quand tu dis, voilà, le corps, tu le modèles avec tes mains. Oui. Parce que quelquefois, je me retournais pour savoir s'il y avait plusieurs personnes qui me massaient. Mais en fait, non, c'était que Lydia, Ah, avec ses petites mains. Voilà, il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, j'aimerais bien que tu expliques un petit peu plus. Bon, bien sûr que tu as certainement ton ressenti et tes perceptions. mm. Et ensuite, ben, la bioénergétique chinoise et le toucher fascia, comment finalement tu le mets au service des personnes qui viennent te rencontrer? Alors, la bioénergétique chinoise et le toucher facial sont pour moi des outils extrêmement complémentaires. Le toucher facial, c'est un toucher qui est très particulier, qui est très lent, qui vient concerner muscles, ligaments, os, tout. La bioénergétique chinoise, elle va se passer sur un plan non seulement physique, elle est basée sur tous les points d'acupuncture, mais aussi spirituel, puisque en Chine, en tout cas en Asie, on voit le corps exactement comme en Amazonie, c'est-à-dire qu'il est vecteur de 5 plans différents. Le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel, tous les éléments rentrent à l'intérieur, et du coup je fonctionne avec ces deux méthodes. Le toucher facial, la bioénergétique chinoise et bien évidemment la médecine amérindienne, qui est encore, on va dire, une palpation du corps très particulière. Voilà. Puisque la médecine amérindienne existe aussi, très peu connue. Je crois que ça fait un an qu'un bouquin a été écrit par des Amazoniens en compagnie d'un médecin suisse, me semble-t-il, je n'ai pas le nom là, mais une encyclopédie sur la médecine amazonienne et les plantes amazoniennes a été faite il y a un an à peu près aujourd'hui. Donc ça va venir. Mais c'est très proche, hein, enfin vous le verrez dans quelques années sans doute, très très proche de la médecine chinoise, voilà, D'accord. qui est aujourd'hui un peu plus reconnue en Europe. Et c'est pour ça en fait que tu t'es orientée en fait vers l'Asie? Non, pas du tout. L'Asie, en fait, j'y suis allée il y a, mon Dieu, 27 ans peut-être aujourd'hui. Le temps passe vite. 27 ans, je suis partie en Asie par amour, en fait. Et c'est là-bas que j'ai rencontré la bioénergétique chinoise. Voilà. Et puis le Tibet, voilà, qui a été pour moi un parcours incroyable, juste incroyable. Donc en fait, tu as beaucoup voyagé, on va y revenir. Oui, Mais juste pour faire un parallèle et un lien donc, avec la médecine amérindienne oui. et la bioénergétique chinoise, ce qui t'a vraiment en fait attiré là-dedans, c'est parce qu'en fait, tu trouvais une résonance complète avec... Complètement, bien sûr, bien c'est sûr. ça en fait. Ah oui, 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 complètement, oui, oui. Après, la bioénergétique chinoise, ça a vraiment été un coup de foudre phénoménal, vraiment, parce que c'était pour moi la validation de ce que ma grand-mère m'avait dit, alors que c'était dans un autre continent. Ah oui, d'accord. Donc c'était essentiel, voilà. Et puis le toucher fascia, ça a été un autre parcours. On va dire que le toucher fascia m'a aidé à mettre des mots sur des choses qui étaient déjà là. Voilà. Et puis qui m'a appris aussi un parcours sur tout ce qui est biologie et anatomie. Physiologie, tout Voilà, ça. c'est plus ça. Oui, oui, ça a été des outils qui m'ont appris à mettre des mots. D'accord, Oui, 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 oui. d'accord. Je sais que du coup, fait, qui pourrait venir te voir, fait, ou est-ce qu'il y a des domaines particuliers, des douleurs, des douleurs Non, psychologiques, physiques, je pense que tout le monde peut à qui venir. ça Et puis s'adresse il quoi? y a des gens qui viennent de tout âge. J'ai des enfants, j'ai des bébés, j'ai des personnes très âgées, des gens, il y a de tout. Ça s'adresse à tout le Ça monde en fait. s'adresse, la bioénergétique chinoise, c'est quelque chose qui s'adresse vraiment à tout le monde. Ton accompagnement en Mon général. accompagnement en général, oui, 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 vraiment, vraiment, oui, 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 D'accord. parce qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas, on ne fait pas un rituel particulier Non, quand on est en séance, voilà. non. Ça, c'est un autre travail. Ouais. Donc, c'est vraiment... Et juste prendre soin de soi et Oui, se faire être à dorloter. l'écoute, hein, être à l'écoute surtout de soi. Être Ah à oui, l'écoute de soi. Qu'est-ce que ton corps il est venu te dire? oui, Là, c'est ça. précisément, c'est plus ça. Oui, prendre C'est- conscience en fait, et se Oui, responsabiliser c'est parce qu'on a ça. tendance, voilà, moi au début j'y allais pour me faire masser, hein, clairement, parce qu'elle a des mains en or, et petit à petit, oui, se remettre un petit peu à l'écoute de son C'est corps et se ça. responsabiliser d'effectivement qu'est-ce Oui. qui se passe dans mon corps. Avoir des prises de conscience sur ce que la matière
bien raconté. Mm. C'est plus ça mon accompagnement. Mm. Mm. D'accord. Et dans tes stages, je sais aussi que tu proposes donc le mouvement sensoriel Oui. et tu utilises aussi le tarot symbolique. Tu peux nous en dire juste Alors, quelques dans les mots? stages, le tarot symbolique, on va dire que le tarot, c'est un outil occidental. Et moi, je suis en Europe. J'aime beaucoup le peuple celte. Euh, Toutes les cultures celtiques, même. Ma mère était celte, hein, donc j'ai aussi cette sensibilité-là. Il y a une richesse énorme qui a été perdue, et notamment celle du tarot. Alors, quel rapport entre les tarots et les celtes? Aucun. Sauf que le tarot vient quand même d'Europe. Et que du coup, je me dis que c'est un outil qui, pour moi, est un chemin. De la carte 1 à la carte 22, c'est un chemin initiatique aussi. Et je me sers de ces dessins, de chaque carte, pour construire un chemin initiatique, ou pour aider en tout cas à construire un chemin initiatique à travers une lecture de tarot pour chaque personne. Voilà. C'est Donc un c'est outil ça en que les plus. filles, oui, c'est un outil en plus. Voilà. Mm. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Ça, je connais pas du tout. Oui, oui, très, très intéressant. Si on ne cherche pas la divination, mais juste l'énergie de la carte. Qu'est-ce que Oui, la voilà. carte? Eh bien, C'est pas de la voyance, quoi. non, 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 mais Pas tu du peux tout. pas prévoir. La voyance, c'est très intéressant aussi. Je ne discute pas qu'il y ait des gens qui aient ce don, bien au contraire, hein. Mais c'est pas ce que j'enseigne dans mon parcours, hein, de femme médecine du tout. Dans le cabinet encore moins. Mais euh, je pense qu'on est réellement créateur de notre vie et que du coup, je peux très bien me faire tirer les cartes aujourd'hui par quelqu'un qui va me raconter une histoire qui a une résonance juste, sauf que si moi je descends, je m'en vais de cette personne et je décide de faire totalement l'inverse de ce qu'elle vient de me dire, elle ne m'aura pas menti. Ce qu'elle m'a dit était certainement une possibilité parmi tant d'autres. Et moi, je n'ai pas choisi celle-là. Donc du coup, je reste prudente. Je reste très prudente. Le tarot, je l'utilise vraiment comme un outil énergétique. Mm. Voilà. D'accord. Mm. Et le mouvement sensoriel, c'est quoi? Le mouvement sensoriel, c'est... comment je vais t'expliquer ça? C'est un mouvement qui a été qui a été fait par Danny Bois. Danny Bois qui est le père de la fasciathérapie et qui est d'une très grande lenteur. C'est un mouvement extrêmement lent. Il vient chercher toutes les parties de ton corps et en même temps vient te donner un nouveau goût, une nouvelle saveur, une nouvelle manière de sentir ton être, la vibration de ton être, et certainement d'être beaucoup plus proche de toi-même. Voilà. Donc on va dire que je ne l'utilise pas forcément comme Danny Bois l'utilise dans ses cours de fasciathérapie, mais plus dans un cadrage, comment on va dire, dans un ajustement harmonieux, histoire que vraiment chaque femme, parmi ce groupe de femmes médecines, arrive à trouver vraiment son harmonie et son équilibre, voilà, à se, à se réajuster, voilà, au niveau de la psyché et du corps. C'est un ajustement somatopsychique, on va dire. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est là que je me sers du mouvement, D'accord. pour que les gens restent bien enracinés. Très bien. Donc en fait, le tarot symbolique et le mouvement sensoriel sont plutôt utilisés lors de tes stages. Oui, Et la bioénergétique chinoise, la médecine amérindienne et c'est la mon touche cabinet. fasciale, ça c'est un cabinet Voilà. où tu accompagnes les personnes. C'est ça. Après, la médecine amérindienne, je m'en sors aussi dans les stages, hein. Oui, oui. Voilà. Ça c'est des cellules quoi. Enfin, Oui, 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 c'est toi, c'est ce que je transmets aux femmes médecines aussi. Ben oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Eh bien, en fait, moi je sais aussi, voilà, as vraiment, quand je disais parcours atypique, c'est que je crois est-ce qu'il y a un continent où tu n'es pas allé? Est-ce qu'il y a un continent où je ne suis pas allée? Oui, l'Océanie. Ah voilà, ben il te reste plus que ça. Et je désespère pas d'y aller un jour. J'adorerais, je pose mon vœu pour aller un jour en Océanie, voir soit le peuple, tous les peuples, je les aime tous, les Maoris, les Aborigènes, les Kanaks, tous, tous, tous. Voilà, j'espère un jour
Ça me sera accordé. Mais écoute, on te le souhaite, tu l'envoies à l'univers. J'envoie à l'univers. J'aimerais revenir en fait, mais sur les voyages, parce que finalement, Ouais. pour en arriver là, tu as fait des voyages, de nombreux voyages, donc dans différents continents, Ouais. des voyages initiatiques finalement. Toujours. Mais alors, ce qui m'a surprise, c'est qu'effectivement, tu étais déjà très jeune, avant de te poser, de te marier, etc., et d'avoir des enfants. Je ne me suis jamais Tu t'es mariée. pas mariée, pardon. Avant de te poser, bon, bref. Et donc c'était dans ta jeunesse, même pas 20 ans. Oui. Tu es partie avec ton sac à dos, tu as dit, Ouais. moi je veux aller, je sens que je dois aller là, là, là. Et en fait, tu as suivi ton cœur. Toujours. Ouais, c'est ça en fait. Alors, Qu'est-ce que tu cherchais, Lia? qu'est-ce que je cherchais? Mais moi. Déjà, Mais certainement moi. Mais je pense que ce qui est triste et génial à la fois, c'est que comme je n'avais pas vraiment euh, d'attache, on va dire, voilà, parce que j'ai été vraiment, j'ai pas été élevée par mes parents, je l'ai déjà dit, j'ai eu quand même une maman et un papa, mais je suis toujours restée très détachée de beaucoup de choses. Et du coup, je pense que pour moi, ces voyages, c'était énorme de chercher moi, me mettre à l'épreuve de savoir, bon, bah finalement, comment sont faits les autres aussi. Et c'était ça mon élan, de savoir comment envoyer le sacré ailleurs, pourquoi on ne pouvait pas s'entendre sur telle ou telle chose, comment penser la personne qui était au fin fond du Tibet, comment penser un Dogon, pourquoi les deux ont exactement la même vision au niveau des étoiles alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres les uns des autres, comment, voilà, et c'est ça qui a animé à chaque fois mes voyages, la curiosité d'aller voir et de me nourrir de ça pour toujours dans l'idée de faire un pont. Le pont, je ne savais pas quel pont, mais en tout cas d'être un pont, ça c'est sûr. d'accord. Oui. Donc tu as commencé, moi j'aimerais bien, enfin si tu es d'accord, qu'on revienne simplement sur les différents pays dans lesquels tu es allé, avec peut-être juste ce que tu as reçu, soit en termes de rencontres, d'enseignements, ou ce que tu as compris, mais juste peut-être là comme ça te vient. Alors, Peut-être commencer donc par l'Asie, donc la Chine et le Tibet. oui. Alors, tout voyage, même les petits voyages, m'ont apporté des choses super. J'ai eu des rencontres fondatrices dans ma vie. L'Asie, évidemment, ça a été la rencontre avec mon maître en bioénergétique chinoise, la rencontre avec, euh, avec des gens que je n'oublierai jamais, voilà, des amis qui ont fait partie de mon chemin, de mon parcours. Le Tibet, ça a été la rencontre avec le bouddhisme, vraiment, parce que je l'ai rencontré un peu en Chine, mais on va dire que je n'étais pas forcément touchée profondément par le bouddhisme chinois, alors que le Tibet m'a happé du jour où j'ai mis les pieds à Lhasa. Ça a été vraiment quelque chose de très puissant. Donc je ne sais pas comment nommer toutes ces... Disons que tu as eu une autre vision de l'homme. De tout. De tout. Ouais. Et oui, j'ai eu des rencontres extraordinaires, voilà, avec des moines, avec des professeurs, avec des gens. Toute personne est venue rajouter un petit caillou blanc dans mon chemin. Donc, À chaque fois pour plus d'amour finalement. à chaque fois pour plus d'amour. À chaque fois pour plus d'amour. J'ai eu des voyages magnifiques où je suis partie seule quand même. Hein. Je me suis engagée seule, sans guide, sans rien. Oui, parce que je sais que tu as fait l'Himalaya, tu es partie en Himalaya. Je suis partie en Himalaya aussi, c'est vrai, dans les Andes. Oui, c'est vrai, toute seule avec un sac à dos. Le père de mes enfants qui était avec moi, hein, nous étions deux. Voilà, mais oui. Ça a été voilà, un beau parcours. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as une histoire que tu as envie de partager, Une histoire que j'ai envie de partager. un souvenir, peut-être le souvenir qui t'a le plus touché et qui t'accompagne peut-être encore aujourd'hui? Qui m'a le plus touchée et qui m'accompagne, la chance inouïe d'avoir, ah mon Dieu, d'avoir Lhasa. Moi, c'est Lhasa, capitale du Tibet, le 27 août, le jour de mes 27 ans. Voilà, le 27 août, jour de mes 27 ans à Lhasa, il y avait une fête énorme. Je ne savais pas du tout qu'on allait être en fête et c'était le jour où on sortait, ça faisait 50 ans que les teintures d'un Bouddha et de Tarala Blanche n'étaient pas sorties du Potala. Et donc je suis tombée en pleine fête.
de, de cette, au Tibet, à Lhasa. Donc il y avait des peuples de tout le Tibet qui s'étaient réunis le 27 août de mes 27 ans à Lhasa. Et là, je me fais confisquer mon appareil photo par les Chinois, puisque j'étais montée sur un toit pour prendre en photo les danseurs, parce qu'il y avait des danseurs qui venaient du pays de Hamdo, de partout, et que je trouvais des ressemblances énormes entre le pays de Hamdo et les danseurs boliviens des hauts plateaux de Bolivie. Et du coup, je voulais à tout prix prendre des photos pour un jour pouvoir montrer à mes frères de Bolivie et de partout, regardez, il y a des gens à l'autre bout du monde qui dansent pareil, qui ont les mêmes costumes, blabla. Bref, la police chinoise me confisque mon appareil, donc moi, j'étais complètement attristée qu'on me retire mon appareil. Et là, grande magie pour moi et vraiment un immense cadeau, des Tibétains se mettent autour de moi et autour de ce policier qui tenait mon appareil dans les mains. Un Tibétain tire l'appareil photo des mains du Chinois, me le donne et il me dit « Opa, cours !» Et j'ai couru avec mon appareil photo. 2 jours après, je rencontre ce Tibétain. Et cet homme me laisse le prendre en photo, chose qui n'est pas, c'est pas aisé de prendre des Tibétains en photo parce qu'ils n'aiment pas forcément bien. Et là, il m'explique qu'en fait, je suis chez moi et que c'est chez moi et que j'ai raison et que aucune police ne peut m'empêcher de regarder chez moi. Et pour moi, ça a été immense cadeau, quoi. D'autant plus que voilà, je venais d'avoir une expérience très belle aussi avec un moine au pays de Hamdo, justement. Et c'est quelqu'un du pays de Hamdo qui est venu récupérer mon appareil photo pour me le rendre. Voilà, donc ça c'est une belle histoire, Bah oui. toute petite, Merci. par exemple. Merci Lilia, merci pour ce partage. Oui, c'est beau. Bien, donc oui, tu as aussi, voilà, tu étais en Amérique latine pour te Oui. reconnecter Oui. à tes racines. Oui. Ça, c'est voilà, Très souvent. très souvent. Oui. Et peut-être on pourrait parler de ton engagement justement pour l'Afrique. L'Afrique, ça me tient à cœur depuis, oh, je crois depuis que je suis née aussi. L'Afrique, qu'est-ce que je pourrais dire de l'Afrique? L'Afrique est une mer à elle seule. Et je trouve ça terrible ce qu'on fait au peuple africain. Pourquoi un si beau continent, un continent si riche, on l'empêche de respirer? Donc c'est juste pas possible. Je pense que moi aussi j'ai de l'africain dans mes racines parce que tous les Amérindiens nous avons été esclaves, donc nous avons été vendus, mélangés, asservis, assouvis pendant des siècles. Et du coup je me sens plus que proche du peuple africain. Je suis très fière de mes racines africaines aussi et de ce qu'ils représentent en tant qu'histoire de l'humanité. C'est énorme. Et jusqu'au bout de ma vie, je défendrai l'Afrique, oui. Oui, parce qu'ils ont une... D'abord, on ne peut pas dire ils sont, parce que je trouve ça dingue de dire ils sont. C'est un peu comme si je parle de l'Europe et que je dis les Blancs, ils sont. Ça n'a pas de sens non plus. Eh bien, c'est pareil pour l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Tout pays africain a une histoire extrêmement riche. Tout pays africain a une musique vaste. Tout pays africain a une joie et une puissance de vie énorme, malgré les siècles et les siècles de torture et d'horreur. Ils sont vivants, ils vibrent, ils rient, ils traversent les siècles. Et moi, cette force-là, mais je ne peux que la soutenir et la saluer. Donc, bien sûr que je suis investie avec l'Afrique, beaucoup. Oui, je fais des allers-retours 3 fois par an, on va dire, sur le Maroc, à Rabat principalement. Tu es engagée dans une association? Où je me suis engagée pendant un long moment dans une association de laquelle je suis sortie quand même. Et j'ai gardé un lien très fort avec plusieurs personnes avec lesquelles je continue toujours à travailler dans ce sens, voilà, dans la reconnaissance du peuple africain, parce que c'est juste une hérésie ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Voilà. Tu t'engages aussi auprès des femmes, je crois, là-bas. Auprès des femmes aussi, puisque la plupart des femmes que j'ai rencontrées à l'ARCOM, ce sont des femmes qui ont été, pour la plupart, violées, battues, vendues. C'est des histoires incroyables. Alors effectivement, quand on les entend d'ici, ah mon Dieu, c'est horrible, ah mon Dieu, c'est vrai, mais elles sont là, elles sont vivantes, elles ont une capacité de résilience juste incroyable parce qu'elles sont capables d'accueillir des enfants qu'elles n'ont pas forcément souhaités ni désirés. Et ce sont des enfants qu'elles aiment, qu'elles embrassent, c'est des enfants. Voilà. Et je pense qu'ils nous voient un peu comme ça aussi, comme des enfants qui n'ont pas terminé la croissance. Voilà. Donc, oui, oui, j'accompagne ces femmes. Et puis, on s'accompagne ensemble. Bien sûr, l'ARCOM, c'est une association pour les réfugiés. Les réfugiés, voilà. Qui arrivent au Maroc. C'est ça, d'accueil pour les femmes. Principalement, en fait, c'était sur le bassin congolais, le Congo. Et puis finalement, cette association, elle a fini par accueillir toutes les femmes arrivant de tous les coins d'Afrique, puisque l'exode est énorme. Et du coup, il y a des femmes qui viennent de partout. Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Somalie, Éthiopie, que sais-je, de partout, Togo, Bénin, tout. Bien sûr. Voilà. S'il y a des personnes qui sont pour participer, en fait, je crois qu'on peut, Oui, on peut oui, aider à sa façon, soit se rendre sur place. Tout à fait, on peut aider à sa façon. Il y a des collectifs qui se montent, même ici sur Fort-Calquier. Voilà, enfin, c'est vraiment facile. Sinon, vous pouvez toujours me joindre et puis sur le site, il y aura forcément un renvoi vis-à-vis de cette association ou d'autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Oui. Oui. Le principal, c'est de vraiment ouvrir cette fenêtre, laisser la place. Voilà. Merci Lilia. J'aimerais revenir bien au titre en fait de ton association. Lumière et conscience. Voilà, lumière et conscience. Donc pourquoi ce titre et qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors pourquoi lumière et conscience? Lumière parce que je crois qu'on est dans une époque où tout le monde cherche la lumière. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent lumière, que la lumière c'est vraiment les siècles de lumière ici aussi en France, où ça a été un moment riche au niveau de toute notre histoire européenne, de prise de conscience et de merveilles qui ont germé de ce siècle des lumières. Conscience parce qu'on ne peut atteindre la lumière que à travers la conscience, que nous sommes tous reliés exactement à la même toile et que la reliance, c'est la conscience de la Terre. Voilà. Donc lumière dans la conscience de la Terre, dans la conscience de chacun de nous, de manière à vraiment savoir s'accueillir les uns les autres pour faire de la place. Et quand on fait de la place, il y a de la lumière. Voilà pourquoi lumière et conscience. Et lumière et conscience aussi parce que le site, il est fait de manière à, oui, peut-être, sans grande prétention, mais essayer d'allumer un petit peu la lumière de chacun et vraiment la conscience toujours de la Terre et du fait que nous sommes des êtres pensants, des êtres vivants et des êtres créateurs. Et c'est dans cette créativité-là qu'il faut y mettre de la lumière et faire de la place. Faire de la place pour tout le monde. Voilà pourquoi lumière et conscience. Merci beaucoup. Et bien voilà, nous avons voyagé avec Lilia. Merci d'avoir voyagé avec moi. Alors, ce fut un plaisir. Merci beaucoup Lilia pour cet entretien. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.